Non, on a fait des trucs de fou. On en a traumatisé dans le rap. Même des ingé sons, vous avez traumatisé des ingé sons Oui, aussi. des ingé sons qui ont été traumatisés. Il y en a qui ont pris des baffes. Ça a été dur. Hein. Il y a des journalistes qui ont été agressés parce qu'ils faisaient des articles qui ne nous plaisaient pas. C'était compliqué. Kerry, c'est bon pour toi? Ouais. Kerry, comment vas-tu? Écoute, on se bat. Un peu fatigué parce qu'il y a une grosse actualité, mais on va pas se plaindre. Il y a beaucoup de choses qui arrivent là en plus. Beaucoup de choses qui arrivent entre le film, le deuxième volet de Banlieusard, la pièce de théâtre à huis clos qui est un peu la suite de ma première pièce à Vif, et un nouvel album aussi pour la mi-novembre. Ma mère était enceinte de moi et elle a voyagé en Guadeloupe avec mon père. Et c'était même volontaire puisque ça permettait que je puisse obtenir les papiers français. Je suis né en Guadeloupe, aux Abîmes, et je suis resté là-bas à peu près 8 ans, enfin jusqu'en 1985. Tu as des souvenirs de ton passage là-bas ou pas du tout? Il me semble que j'ai assisté à un tremblement de terre quand j'étais jeune. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand je vois des choses se fissurer, tout ça, ça me fait un peu la chair de poule. C'est très étrange. Comme un choc mental qui te ramène un peu. Je pense, ouais. Il y a après l'arrivée en France et tu restes en pensionnat, pardon. Est-ce que tu te rappelles un peu de cette époque Alors je suis arrivé à Orly en 1985 et mon père qui est quelqu'un qui est très attaché à la culture, quelqu'un de très politisé comme le sont beaucoup d'Haïtiens. Il avait beaucoup d'ambition pour nous et il nous avait inscrits dans une école qui était un pensionnat qui se trouvait dans le 78. Ça s'appelait La Tournelle. Et donc moi j'ai été là-bas pendant à peu près 2 ans. Ça m'a marqué parce que contrairement aux autres jeunes, enfin à la plupart des jeunes qui étaient là à l'époque, je ne pouvais pas rentrer le week-end voir ma mère parce qu'elle n'avait pas encore d'appartement, elle était encore en galère, elle était hébergée chez une autre famille haïtienne. Et moi donc j'allais chez une famille, comment il s'appelait, la famille Vasse. J'allais chez eux le week-end et c'était un peu difficile. Ma mère elle me manquait beaucoup. Ouais, c'était particulier parce que c'était le moment en fait un peu de break des autres enfants qui allaient vraiment voir leur famille et toi tu allais vers une famille un peu de substitution quoi. Exactement. C'est à partir de quel âge exactement que tu reviens vers Orly? J'ai dû rester à peu près 2 ans je pense à la Tournelle dans le 78 et après je suis arrivé à Orly et j'étais encore en primaire quand je suis arrivé à Orly. Et Orly c'était comment alors? Orly c'était un peu compliqué, hein, comme j'ai décrit dans 28 décembre 77. Ma mère, elle a loué une pièce dans un pavillon qui appartenait à une vieille dame. Donc il y avait ma mère, mes 2 grandes sœurs et moi, et plus tard il y a eu ma petite sœur. Donc à un moment on était 5 dans une chambre quoi, avec des toilettes dans le couloir et avec un drap que ma mère elle avait tendu qui était censé représenter un peu une partie, le salon, un peu la chambre quoi. C'était un peu compliqué économiquement et ensuite après on a pu déménager de cet endroit-là et la raison pour laquelle on a pu déménager c'est parce que quand ma petite sœur elle est née, elle a attrapé je ne sais plus quelle maladie qu'attrapent les enfants et ma mère elle a été voir le docteur et le docteur a fait un mot au maire en disant que les conditions dans lesquelles on vivait n'étaient pas décentes et étaient dangereuses pour la santé de ma petite sœur et c'est comme ça qu'on a pu obtenir un appartement dans la cité Calmette qui était une cité très ghetto, c'est une des premières cités
qui a été détruite à Orly. Mais pour nous, quand on est arrivé à Calmette, c'était le luxe. Et tu avais quelle place dans ta famille, que ça soit dans le rôle, en tout cas avec tes frères et sœurs, même dans l'ordre familial? Parce que tu vois, je décèle toujours une part de responsabilité chez toi. En tout cas, ce côté un peu serein, rigoureux. Est-ce que ça venait déjà de base dans ta famille, de par ton ordre? Je ne sais pas si tu es juste derrière l'aîné ou si tu es encore après. Mais d'où ça vient en fait, ce côté-là qu'on retrouve chez toi? J'avais 2 grandes sœurs. Une qui a quelques années en plus que moi, mais j'en ai une qui a juste 1 an en plus que moi. Et donc après, j'étais le premier garçon. Et je pense que ce sens de la responsabilité vient du fait que je sois le premier garçon. Et donc après, j'ai eu ma petite sœur et un petit frère. Et donc je me sentais responsable d'eux. Et en même temps, je me sentais aussi responsable de mes grandes sœurs, parce que j'étais censé les protéger, même si j'ai pas eu à faire grand chose, parce que ma mère leur a donné quand même une éducation qui tenait la route. Parce que c'est vrai, il y a toujours cette distinction entre l'aîné et le premier garçon qui en fait fait figure d'aîné aussi. Ouais. Et c'est dans le même cadre que tu vas découvrir quelque chose qui va te suivre pendant très longtemps, donc le mouvement hip-hop. Ouais. J'aimerais bien que tu m'expliques comment tu es amené à tomber dedans, avant même que tu me parles de tes premiers textes. Sur quoi tu tombes? Quels sont les premiers albums, les premiers projets qui te font tomber dans cette discipline? Je pense que la première fois que j'ai dû voir des danseurs ou des rappeurs, c'était peut-être dans l'émission de Sydney qui s'appelait À chipper, à choper. Et puis après, mais vraiment ma rencontre marquante et déterminante, elle se fait à la MJC d'Orly. Et comme moi je venais du bled, je connaissais pas grand monde, moi, dans le quartier. Et donc il a fallu que je m'intègre à la cité avant de m'intégrer à la France. Et donc moi j'arrive comme ça dans la MJC, et j'ai passé un long moment à observer les plus grands qui dansaient. Et tu vois, il y avait une vitre, et je restais comme ça et je regardais un long moment. J'ai regardé jusqu'à ce que Manuquet me fasse rentrer et me dise: est-ce que tu as envie d'essayer? Et j'ai commencé par la danse. Et je sais qu'après tu lui as présenté un texte aux alentours de 11 ans. Ouais. Tu te rappelles un peu pas de quoi parlait ce texte ou pas? Alors moi, le premier texte que j'ai écrit, c'était Alto Racisme, que j'interprète aussi à un moment sur le premier album d'MC Solar qui semble voir récolte le tempo, dans le morceau Raga Jam. C'était mon premier texte, ouais. Okay. Et pourquoi directement cette thématique-là? Tu avais 11 ans, tu étais déjà concerné par des thématiques comme ça? Écoute, je pense qu'il y a une part d'imitation. Le groupe de Manuquet à l'époque, il faisait ce que les gens qualifieraient aujourd'hui comme étant du rap conscient, quoi. Ils avaient des morceaux qui parlaient et dénonçaient ce genre de choses. Donc je pense qu'il y avait une part d'imitation. Et après, je pense que j'ai toujours été un peu plus vieux du point de vue de la mentalité, de la conscience, que mon âge. Ouais. Tu as très justement parlé après de la suite, donc le repérage d'MC Solar qui te fait après participer sur un de ses projets. Pardon. Ouais. Comment ça se fait ça? Parce qu'on en parle de manière un peu anodine, mais il faut se dire que c'était quand même l'une des têtes d'affiche de l'époque, c'était vraiment l'une des big stars. Voilà. Ouais. Comment toi t'es amené à cet âge-là à figurer sur le projet? Parce que MC Solar, il vient de Villeneuve, et c'est un quartier qui n'est pas très loin d'Orly, et il venait faire des ateliers écriture, parce qu'il était déjà reconnu quand même pour sa plume, même si c'était dans le microcosme du rap français qui était petit par rapport à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et il vient faire des ateliers écriture, et c'est comme ça qu'il nous découvre. Un jour, il avait un concert à faire au Palace. Donc il vient chez moi demander l'autorisation à ma mère que je puisse participer à ce concert. Donc je fais ce concert-là et je rencontre les premiers producteurs du premier maxi d'Ideal Junior qui s'appelait La vie est brutale. Et il nous invite aussi sur son disque, sur un morceau un peu freestyle avec Raga Sonic et d'autres artistes. Ouais. Okay. Pourquoi Kerry B? Pourquoi je m'appelais Kerry B à l'époque? Je sais que je m'appelais Kerry parce que j'avais un pote qui taguait Jerry,
Je me suis pas foulé, j'ai dit moi c'est Kerry, toi c'est Jerry. Après c'est devenu Kerry B, après l'époque un peu plus thug, c'est devenu Kerry James. Ouais. Chose importante aussi, c'est que c'est ton style à l'époque. Quand tu rappais sur le projet d'MC Solar, c'était pas forcément le Kerry qu'on peut entendre, auquel on s'est identifié plus tard. Pourquoi ce style un peu reggae dans ton son? Il y avait Little Jason qui rappait avec Manu Kay et qui formait le Posse Idéal. Lui il faisait du raga. Et donc moi j'ai commencé par le raga et puis même Orly, Vitry, c'est des villes qui ont été très influencées par le ragamuffin. Surtout Vitry, ils étaient très raga, plus raga même que Peura. Et après j'ai arrêté de faire du raga parce que Jason il me dit ouais mais si tu continues à faire du raga, il va falloir que tu fumes, que tu. Je dis ouais laisse tomber, moi je fume pas, je fais du rap. Très bien. Et par la suite, il y a la création du premier gros temps fort de ta carrière, c'est Ideal J. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de comment se passe un peu cette jeunesse, cette création, sachant que Manu Kay est quand même étroitement lié? C'est Manu Kay qui forme le groupe Ideal J à la base. Il me présente Jesse Monet qui habitait dans un autre quartier d'Orly, qui habitait au Saule. Il me présente Teddy Corona qui dansait à l'époque. Et il nous dit, voilà, faites un groupe ensemble et on fait ce groupe. Donc Ideal J, c'était comme Junior. Les grands, c'était le groupe de Manu Kay et Jason qui s'appelait Posse Idéal. Mais il se trouve qu'on signe un contrat avant eux. Ce qui fait qu'eux, ils changent de nom, ils deviennent différents types. Et nous, on garde le nom d'Ideal J. Justement, tu as parlé des producteurs, c'est intéressant. J'aimerais bien que tu me racontes la première fois que vous êtes amené à les rencontrer, sachant que c'est un peu cocasse vu qu'il y a cette représentation pour MC Solar en première partie, il y a la rencontre du producteur, il y a ce moment où on vous en met un peu plein les yeux avec notamment le truc de la limousine. Tu vois le morceau d'Ayam, J'ai pas de face? Opportuniste, non, malin dans mes décisions. Le public aime voir ses paillassons à la télévision. C'est ça, c'est vraiment ça quoi. Donc il nous voit. Il se dit waouh, bon, ils sont doués et à ce moment-là, au même moment, il y a un groupe américain qui est composé de deux jeunes qui ont à peu près 16 ans, qui s'appellent Criss Cross, qui font un carton avec Jump. Il se dit ouais, je vais prendre ça et je vais faire la même chose en français quoi. Il n'avait pas d'autre ambition que ça, il n'avait aucune ambition artistique. Et donc il lui arrivait de nous faire venir au bain-douche. En limousine quoi, parce qu'il voulait faire du buzz quoi. Ouais. Et c'est pour ça que par la suite vous êtes un peu dans cette spirale où vous êtes un peu bloqué, vous ne pouvez pas sortir de projet de vous-même, c'est l'engagement qui causait ça? Ouais, parce que rapidement on rentre en conflit avec ce producteur, parce qu'on n'a pas les mêmes aspirations, on rentre en conflit avec lui, il nous bloque, et pendant 4 ans on ne peut pas sortir de disque, mais faire des concerts, et pendant ces 4 années, j'ai écrit au moins un album. Après, on a sorti Original MC sur une mission en 1996 et ensuite après l'album Le combat continue en 1998. Justement, tu as parlé de la scène, c'est intéressant, c'est un de vos gros points forts. Est-ce que c'était aussi évident pour vous à l'époque de faire de la scène? Parce que c'était vraiment votre... Moi, quand je pense Ideal J, je pense vraiment force scénique directement. Alors c'est Manu Kay qui nous a tout appris parce qu'avec son groupe, le Posse Idéal, il prenait la scène très au sérieux. Ils avaient des danseurs, tout était millimétré et c'est lui qui m'a appris à prendre la scène au sérieux et à préparer des vrais spectacles quoi. Et tu as parlé d'Original MC sur une nouvelle mission. Le moment sur lequel j'ai envie de revenir, c'est aussi le combat continu parce que c'est vraiment l'avènement d'Ideal J. Ce moment-là, quand vous sortez ce projet-là, quelles sont vos ambitions? Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé peut-être entre vos débuts et le combat continu, mais il y a une formule qui est bien comprise, qui est bien marketée. Et comment vous pensez à sortir ça? Est-ce que vous avez un message en tête à faire passer? Est-ce que vous avez des ambitions particulières à l'époque? À l'époque d'Ideal J, le combat continu, je suis vraiment torturé entre la vie que je mène dans la rue et ma passion pour le rap. Et ce qui a changé entre Ideal J, qui n'était plus Ideal Junior, c'est qu'on renie complètement l'identité américaine. C'est-à-dire on décide de dire, nous,
on est de France, on vient des quartiers, on a notre identité, on a notre histoire, et c'est ça qu'on va revendiquer. Donc on met plus de jeans larges, on s'habille comme des mecs de chez nous, quoi. Et c'est ça la grande différence. Et un disque comme Idéal J, Le combat continue, je pense que c'est un disque, t'en fais qu'un comme ça dans ta vie. Tu vois, t'en fais qu'un comme ça. C'est vraiment l'accumulation de tout ce qu'on a vécu dans notre jeunesse. Et on arrive à un moment et on te fait un portrait de ce qu'est la France à ce moment-là, dans les quartiers, avec sincérité. Et il y a plein de gens qui se l'attribuent. Et si tu interroges, tu vois, les gens qui sont dans le rap, qui écoutent du rap depuis depuis la fin des années 90, tous te diront quand même qu'il va sortir cet album parmi les 3 albums de rap français les plus importants. Et pour suivre ça, il y a en fait cette faculté à créer un peu chez toi des hymnes un peu particuliers. Et c'est intéressant parce que dans la même carrière, et on va s'arrêter à 2 reprises sur 2 morceaux de ta carrière, le prochain arrivera beaucoup plus tard en 2008, mais là il y a le morceau Hardcore, qui est en fait une hymne à lui tout seul en vrai. Elle a grimpé en flèche, tu es vaine. Hardcore. Sous les propos extrêmes de Spartak Le Pen. Le KUKLUX, KLAM. Hardcore. Elle a mauvaise graine de haine qu'il sème. Hardcore. À ce moment-là, quand tu le conçois, t'as quel âge quand t'écris Hardcore? Ouais, je crois que j'ai 20 ans quand j'écris Hardcore. Quand t'écris Hardcore avec tout ce que ça comprend, est-ce que t'as conscience du retentissement que va avoir ce morceau-là? Non. Franchement, quand j'écris Hardcore, j'écris ce que je pense, j'écris ce que je ressens, et c'est un peu une réponse au show business qui nous répondait tout le temps. Non, ce que vous faites, c'est trop hardcore, on peut pas signer ça, on peut pas passer ça à la radio. Et je leur réponds, mais moi, ce que je fais est hardcore parce que le monde dans lequel je vis est hardcore. Pour preuve, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Et pour moi, je dis ce que j'ai au fond des tripes, quoi. Et là, vraiment, sans calcul, quoi. Tu vois? Et ça donne ça, quoi. Entre-temps, il y a un revirement dans ta carrière qui s'explique par plusieurs choses, dont une qui est la plus principale. Et c'est à toi de me dire si c'est un événement qui t'a particulièrement marqué, mais je pense que c'est le cas. C'est le décès de Las Montana, ou du moins l'assassinat pour être exact. À quel point cet événement, il a marqué l'homme que tu étais, le rappeur, et en quoi ça a conditionné toute la suite de ta carrière? L'assassinat de Las Montana me met en fait face à moi-même, face à mes contradictions. Il y a plein de choses que j'avais déjà comprises avant qu'il soit tué. Si tu écoutes des morceaux comme J'ai un message dans l'album Le combat continue. Nombre d'entre nous sont peut-être fous à ce jour, car nombre d'entre nous ont côtoyé la misère. J'ai un message, c'est un peu comme constat amer. Je parlais déjà de division, de jalousie entre nous, du fait que dès qu'il y en a un qui sortait la tête de l'eau, les autres essayaient de le noyer de nouveau. Donc il y avait plein de choses que j'avais déjà comprises et analysées, mais j'avais pas encore le courage de les assumer. Et le fait que Las Montana soit mort, ça m'a mis en face de mes responsabilités. Et je devais assumer ce que j'avais déjà compris. Et t'es devenu quel genre d'homme après? Après, j'ai essayé d'être un homme qui est capable de dire non. Et ça, c'est une grande force. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de dire non quand tout le monde va à l'ouest et de dire non, moi je vais à l'est. Parce que c'est là que c'est juste. Je dis, c'est à peu près au même moment que tu fais la rencontre entre guillemets de l'islam. Qu'est-ce que ça t'a apporté de te rapprocher de cette religion à ce moment-là? L'islam, ça me donne la force de dire non quand il faut dire non. Ça m'apaise aussi, parce que j'étais très torturé. Et ça me permet aussi d'améliorer mes relations avec ma famille, qui était devenue compliquée, notamment avec ma mère, qui n'acceptait pas la voie que j'avais décidé d'emprunter.
Donc ça a été que positif dans ma vie. Et à ce moment où il y a, un peu cet enchaînement entre la perte tragique plus ta conversion à l'islam, le rap, c'est à quelle place dans ta vie? Alors à ce moment-là, il y a eu un moment de ma vie où je ne m'intéressais plus du tout au rap. De toute façon, du rap, j'avais arrêté d'en écouter donc, à partir de 1999. Et là, je ne m'intéresse pas du tout à ça. J'essaie plutôt de comprendre l'islam et d'apprendre ce que je peux apprendre. Donc pendant à peu près 2 ans, je me suis quand même consacré un peu à l'apprentissage religieux, quoi. Et par quel biais il y a un peu ce changement de mentalité où tu te dis quand même, je peux revenir dans cette musique, quitte à transmettre un nouveau message? Comment ça s'opère, ça? Une fois que j'ai eu la force de me retrouver avec des gens qui n'en étaient pas forcément au même point que moi dans l'apprentissage, parce que d'abord j'ai dû me protéger moi-même avant de revenir vers les autres, je me suis aussi rendu compte que par le rap, je pouvais faire passer des messages. Et je me suis aussi rendu compte, sans prétention, tout en sachant que j'ai ma part d'ombre et ma part de lumière. Mais je me suis rendu compte aussi que quand l'obscurité est présente, la lumière est absente. Et quand la lumière est absente, l'obscurité recule. Et ce que j'avais appris et que je trouvais positif et bénéfique pour moi, je me suis dit que je pouvais le transmettre aux autres à travers la musique. Voilà. Ton entourage en pensait quoi à l'époque de ça? Les gens ont toujours respecté mes choix, que ce soit ma famille, que ce soit mes proches, même des gens des fois qui forcément ils n'étaient pas forcément d'accord avec tous mes choix, mais il y a toujours eu du respect. Je te demande ça parce que en fait c'est une prise de risque. En vrai, si les gens ont du recul avec l'époque qui est limite, hein, si je mets des gros mots, un peu inconsidéré quand on voit le changement de positionnement, tu vois. Le rap, même peut-être qu'aujourd'hui c'est plus approuvé, mais c'est un peu reconnu comme ce sport de jeunes où il faut plaire aux jeunes avec un message qui leur fait plaisir parce que c'est vu comme un divertissement. Et à cette époque-là, tu avais cette envie de leur passer un message, quitte à les remettre les pieds sur terre et pas forcément leur dire des choses qu'ils ont envie d'entendre. Est-ce que tu croyais vraiment au succès de ce nouveau Kerry James à l'époque? Non, franchement, c'était risqué. Je revenais d'Ideal-J, quoi, considéré comme étant le groupe le plus hardcore. Mais par contre, on était considéré comme étant un groupe hardcore, mais on a toujours été conscient, entre guillemets. On ne disait pas n'importe quoi, on ne faisait pas l'apologie de la violence pour la violence. On disait, on vit dans des conditions qui nous poussent à être violents, et si tu nous pousses à être violents, on le sera. Mais on parlait quand même des causes et des conséquences. Et il y a plein de sujets aussi qui étaient déjà dans Ideal-J. Quand j'écris Un nuage de fumée dans Ideal-J. Comme tout le monde, t'as pensé pouvoir gérer. Maintenant t'allumes un spliff avant même d'avoir déjeuné. Je dis pas fumer, c'est bien. Je dis, je suis pris dans cet engrenage et j'en souffre. Tu vois. Donc ce qui fait qu'en réalité, il n'y a pas une très grosse différence entre le Kerry James de Si c'était à refaire et le Kerry James de Ideal-J. C'est juste qu'il y a une partie qui l'emporte sur l'autre. Mais si tu veux, le Kerry James d'Ideal-J aurait pu écrire Lettre à la République sans aucun problème, quoi. Mais c'est vrai que c'était risqué. Et à l'époque, quand j'arrive et je dis voilà la musique que je vais proposer, les maisons de disques se moquent de moi. Du coup, par rapport à la réception, t'avais quel avis sur ça? Parce qu'il y avait quand même un bon succès chiffré. Je me rappelle que ça avait fait disque d'or en quelques temps. Mais il y avait ce côté mitigé, côté major, en tout cas industrie de la musique. Le message et la forme dérangeaient les maisons de disques, mais pas le public, tu vois. Mon premier Olympia, je le fais avec l'album Si c'était à refaire. C'est aussi mon premier disque d'or. Et à l'époque, le disque d'or était à 100 000, quoi. 100 000
personnes qui se sont déplacées, qui ont acheté le disque vraiment, quoi, véritablement. Il n'y avait pas de streaming à l'époque, donc la sincérité de cet album-là, les gens l'ont perçu. Et l'aspect un peu, du coup, major, parce que je sais que Starfair, il y a quand même eu un succès plus conséquent, mais ma vérité, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que tu avais un peu plus touché, et c'était un peu à cette période-là où tu songeais à tout arrêter. Moi, de toute façon, j'ai jamais eu des rapports pacifiés avec le show business, entre guillemets. Et j'ai toujours été sur la select. Ils ont composé avec moi parce que j'ai un public qui m'a soutenu et que je me suis imposé par mes œuvres. Mais j'ai toujours senti qu'à la moindre occasion, dès que ce serait possible, je passerais à la trappe. Et aujourd'hui encore, c'est comme ça. Et question que je me suis toujours posée, mais pourquoi tu n'as jamais ouvert ton propre label, ta propre structure? Parce que ça ne m'intéresse pas. L'argent, on en a besoin, mais il y a des gens qui aiment l'argent. Moi, grâce à Dieu, je n'ai pas d'amour pour l'argent. J'en ai besoin, et j'ai une famille à nourrir, donc j'essaie d'en faire. Mais je n'ai pas un amour démesuré de l'argent, et donc je ne suis pas vraiment un bonhomme d'affaires. J'aime pas non plus gérer l'administratif. Et puis j'estime que le rap, c'est pas quelque chose dans lequel je voudrais entraîner quelqu'un. Moi je suis tombé dedans, tu vois. Mais de là aller chercher quelqu'un, le produire et le pousser là-dedans, ça m'a jamais intéressé. Après cette période-là, il y a ton retour un peu dans la Mafia Qu'un Free. Mais avant de parler de ton retour, il faut qu'on parle de la Mafia Qu'un Free parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début de cette interview. J'aimerais que tu prennes le temps de m'expliquer un peu comment vous avez composé un peu ce collectif, à partir de quand, comment ça s'est fait, comment vous vous êtes rencontrés, puisque trop peu de gens connaissent votre histoire et c'est important d'en parler. Ouais. Alors la Mafia Qu'un Free, en réalité, ça existe depuis la fin des années 90. J'ai d'abord rencontré Rof, le 113, et ensuite après j'ai rencontré aussi Intouchable qui était de Choisy-le-Roi. Il y avait OGB, Rof, 113 qui eux étaient de Vitry sur Seine. Et donc on a formé d'abord un premier collectif qui s'appelait l'Union. Faisait lui-même partie d'un autre collectif qui s'appelait le mouvement authentique. Et ensuite, après, on a pris notre indépendance, on a formé ce collectif qui est devenu la Mafia Qu'un Free. Et d'abord, ce qui nous unissait, c'était notre amour pour le rap. Et puis après, on a fait nos classes dans la rue aussi. Il y avait un projet particulier ou est-ce qu'il y avait une ambition quand vous regroupez vraiment, parce que c'est vraiment le terme collectif et pas groupe et que les gens comprennent ça, parce que c'était une association entre des breakers, des danseurs, des backers, des rappeurs, des DJ. C'était quoi l'ambition derrière le projet Mafia Qu'un Free à cette époque-là? Quand on a décidé de s'appeler Mafia Qu'un Free, il y avait vraiment quand même l'influence de la rue qui était très présente et très forte. On ne voulait pas faire que de la musique, quoi. On avait un plan qui dépassait la musique. Mafia Qu'un Free, c'était un peu un cri de ralliement, mais on voulait exister autant dans le trafic illicite que dans la musique. C'était ça l'ambition, malheureusement. Et ça nous a coûté cher. Parce que ouais, ça c'est vraiment un point qui est important, c'est que la Mafia Qu'un Free, en tout cas les membres de la Mafia Qu'un Free, vous incarniez vraiment la rue. Et ça vous a malheureusement peut-être desservi sur plein de points. La musique, en fait, c'était au second plan dès le début, ça avait une part égale quand même avec cet autre aspect. Au début, la musique était très importante, mais au fur et à mesure, parce que la musique, ça rapportait pas comme on voulait, la rue a pris le pas sur la musique. Okay. Vous étiez combien en tout? On doit être une quinzaine. Mais il y a des gens qui n'étaient pas forcément des rappeurs, mais à qui on écrivait des couplets. C'était juste des amis. Allez, viens avec nous. Est-ce que vous avez anticipé ce potentiel, en tout cas, de devenir aussi iconique, tu vois, ça soit dans le nom la Mafia Qu'un Free, que ce soit dans le logo, ou même tout ce que vous alliez faire par la suite? Non, rien n'a été calculé, rien n'a été anticipé. Tout était vrai, tout sortait des tripes. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a particulièrement marqué, quand je te dis le mot Mafia Qu'un Free? Si tu me dis Mafia Qu'un Free, il y a plein de moments qui sont des moments qu'on a passés ensemble, au quartier, des freestyles
à la radio. Ideal J était invité, on débarquait, on était 30. Non, on a fait des trucs de fou. On en a traumatisé dans le rap. Même des ingé sons, vous avez traumatisé des ingé sons Oui, aussi. des ingé sons qui ont été traumatisés. Il y en a qui ont pris des baffes. Ça a été dur. Hein. Il y a des journalistes qui ont été agressés parce qu'ils faisaient des articles qui ne nous plaisaient pas. C'était compliqué. Et pourquoi tu as quitté la Mafia Qu'un Free cette première fois vers 2003 environ? En réalité, j'ai pas vraiment quitté la Mafia Qu'un Free, tu vois. Ils sont tous dans un morceau qui s'appelle Ce qui nous perd. Je me sens mal, on sent mal nos man, c'est ce qui nous perd. Dans ma tête le désordre, comme au pénitencier. Dans l'album Si c'était à refaire, j'ai invité tout le monde, sauf que moi je disais c'est la famille africaine, parce que je voulais plus avoir cette connotation qui me semblait être une connotation négative. Et à ce moment-là, il y a la conception de la cerise sur le ghetto. Ouais. Et c'est un album sur lequel on te retrouve une seule fois sur un titre. Un remix de Un nuage de fumée, ouais. Exactement. Et c'est assez paradoxal parce que c'est le moment en fait un peu de l'avènement de la Mafia Qu'un Free. En fait, t'es pas présent. Et je voulais savoir toi comment t'avais perçu ça, notamment je sais pas l'explosion du morceau Pour ceux qui est un peu reconnu comme. Mais à l'époque, j'étais dans tout à fait autre chose. J'étais vraiment plus dans l'apprentissage. De la religion et j'ai participé, ils m'ont demandé de participer et j'ai pas voulu participer, mais j'ai dit on peut faire un remix du morceau Un nuage de fumée par exemple. J'étais pas dans le rap jusqu'à aujourd'hui, je suis plus vraiment dans le rap quoi. Je fais du rap, mais je ne suis pas dans le rap, c'est différent. Et qu'est-ce qui t'a convaincu de revenir de manière plus présente par la suite sur le prochain projet? Il y a eu une part d'ego. Il y a eu l'album Ma Vérité qui a pas fonctionné. Il y a eu un moment où j'ai eu envie de montrer attention, je suis encore là, je peux envoyer du dur. Et donc j'ai fait ce morceau, Thug Life. Fous-toi, tu crois qu'on joue, toi, tu crois que la café mafia ne faisait que tu pleuras. Et j'ai réalisé l'album Jusqu'à la mort. J'ai essayé aussi de recoller les morceaux entre les membres à l'époque, parce qu'il y a eu beaucoup de divisions, et voilà. Tu parles de division à juste titre, et si on se projette un peu, c'est une question que je vous pose à chaque fois quand je vous ai en individuel, tu penses quoi de l'héritage qu'a laissé la Mafia Qu'un Free aujourd'hui au rap français? L'héritage de la Mafia Qu'un Free dans le rap français, c'est pas forcément un héritage positif, hein. On est quand même à l'origine du rap racailleux, quoi. Tu vois, il faut le reconnaître. Mais on a essayé de montrer que, en partant du bas, on pouvait aller loin, quoi. C'est ça qui raconte notre histoire, quoi. Mais en fait, il y a plus de leçons à tirer en observant notre histoire, de choses à ne pas faire que des choses à faire. On était vraiment des gens. C'est un groupe de rock, la Mafia Qu'un Free. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un groupe de rockers, tu vois. Et donc on n'était pas dans oui, quel va être l'héritage, tu vois. Toi, ça te fait pas un peu chier de te dire que aujourd'hui il n'y ait pas de symbole ou d'éléments pour que les nouvelles générations, les nouveaux auditeurs en tout cas, connaissent les faits de la Mafia Qu'un Free? Ouais, mais après je pense que c'est plus global ça. Je pense qu'on n'est pas forcément les seuls dans ce cas-là. Il n'y a pas beaucoup de jeunes aujourd'hui qui connaissent la Clica. Alors que Roca, il a révolutionné la manière de rapper des rappeurs français pendant longtemps, quoi. Donc tu vois, c'est le rap en lui-même, c'est pas devenu une école avec une transmission. C'est pas vraiment en France, c'est pas vraiment une culture le rap. C'est quelque chose qui se consomme, c'est quelque chose qui se consomme beaucoup, mais c'est pas vraiment une culture. Et donc par la suite, si on revient sur ta carrière perso, il y a À l'ombre du show business, qui a un arc assez particulier en ta carrière, parce que c'est le moment où, en tout cas, plus de gens vont te connaître, ou en tout cas même les gens de ma génération vont commencer à te connaître, et c'est un moment où tu vas taffer avec Tefa et Masta. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette période-là? Comment tu travailles avec eux, les présenter, parce que ce ne sont pas des gens ordinaires dans le rap français, ils ont fait beaucoup de choses. Et comment vous en êtes venu à concevoir ce projet-là?
Topha et Masta sont les producteurs de Diams. Et surtout, c'est des gens qui connaissent véritablement le rap et qui sont là depuis les débuts. Je les ai croisés dans des ambiances pas très claires. Ils sont là depuis le début, Topha et Masta. Et puis ils étaient complémentaires. Topha, c'est celui qui a 1000 idées par seconde. Et Masta, c'était le technicien qui va faire sonner la caisse claire, tu vois. Et donc, ils me proposent de faire cet album ensemble. Et ils me disent, je te jure que tu peux revenir, que tu peux frapper fort, tout ça. Et je décide de leur faire confiance. Et je me suis laissé guider quoi, sur cet album qui était à l'ombre du show business. Et justement, qu'est-ce qui a vraiment changé avec ce projet-là? Parce que c'est un gros succès. Tu fais appel à Topha et Masta. Quand on parle de Topha et Masta, on parle souvent de succès un peu mainstream. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à le faire sans forcément dénaturer la personne de base. Mais comment ils ont fait avec toi pour d'un coup réussir à trouver cette formule efficace et à venir avec un morceau comme Je m'écris, Exao et Encore Malade, et bien sûr Banlieusard qui est peut-être ton plus gros morceau aujourd'hui. Même s'il me faut 2 fois plus de courage, 2 fois plus de rage, car il y a 2 fois plus d'obstacles et 2 fois moins d'avantages. Et alors, ma victoire aura 2 fois plus de coups. Avant de pouvoir la savourer, je prendrai 2 fois plus de coups. Franchement, je pense que ça vient beaucoup du fait que j'ai accepté de leur faire confiance, tu vois. J'étais pas trop dans la résistance. Et moi, j'amenais un peu l'essence quand même. J'ai envie de dire ça. Banlieusard, c'est un morceau que j'avais écrit depuis longtemps, tu vois, et qui pour moi était important, qui existait déjà avant que je rencontre Topha et Masta. Mais il n'y avait pas la musique, il n'y avait pas la chorale, il n'y avait pas, tu vois. Et vraiment, je pense que au bout d'un moment, quand on a dit beaucoup de choses, il faut savoir un peu déléguer, reculer, et être malléable. Tu as parlé de Banlieusard, c'est le deuxième morceau sur lequel j'ai envie qu'on s'intéresse. Tu as dit que tu l'avais écrit avant. Est-ce que tu avais conscience que tu allais vraiment créer un morceau qui allait limite te dépasser par la suite? Non, je ne savais pas parce que sinon il y aurait une formule que j'appliquerais à chaque fois et tous mes morceaux deviendraient des morceaux importants. Mais par contre, c'est un morceau que j'ai écrit avec le cœur et avec sincérité. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de dire. On a grandi dans un contexte social, économique compliqué. Mais est-ce que ça peut justifier tous nos échecs ou notre immobilisme? Parce que pour qu'il y ait échec, il faut déjà essayer quelque chose. Et voilà, moi je crois personnellement que non. Et donc j'ai écrit ce morceau aussi pour mettre en avant une façon de penser que le rap avait beaucoup mis de côté jusque-là et qui est en réalité la façon de penser de la majeure partie des habitants en banlieue, quoi. Il n'y a pas un jour, franchement, il n'y a pas un jour où je ne reçois pas un message sur mes réseaux sociaux de quelqu'un qui me dit le morceau Banlieusard a changé ma vie, il m'a aidé à des moments difficiles, j'allais passer un examen où j'avais une rencontre avec un patron, un DRH, et je suis parti en écoutant ce morceau et ça a tout changé. Tous les jours, je reçois ce genre de messages. C'est le plus gros titre de ta carrière? Mais ça dépend de quel point de vue tu te places. Si quelqu'un ne me connaît pas ma musique et que tu veux lui faire découvrir ma musique, si je dois choisir, je te dirais, fais-lui écouter 28 décembre 77, Banlieusard, Constat amer, Lettre à la République. Et peut-être l'Impasse aussi. Et Hardcore. Non, l'Impasse, il est quand même, si tu veux, dans Banlieusard, il y a déjà justement, pour moi, c'est vraiment, ça fait un peu partie c'est un peu le même secteur. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans ce qu'on voit aujourd'hui, de Banlieusard 2, etc., en fait, il y a des messages qu'on entendait déjà dans l'Impasse. Oui, en fait. bien sûr.
Et donc juste après À l'ombre du show business, il y a l'enchaînement avec Réel. C'est la première fois que tu es aussi productif un peu de ta carrière. Et étonnamment, c'est aussi à ce moment-là que tu as envie de te mettre en retrait du rap, dans Lettre à mon public. Dans mon départ, fallait que j'écrive une lettre à mon public de la part du poète noir, Kerry James le mélancolique. Pourquoi ce départ à ce moment-là? J'ai eu l'impression de me perdre du point de vue spirituel. Et tu sais, comme ce sont 2 albums qui ont fonctionné, il y a eu des gens qui ont commencé à parler, il y a eu des problèmes, il y a eu des bagarres, j'ai dû m'impliquer et tout. Donc voilà, je voulais pas me perdre totalement, j'ai décidé de prendre du recul. T'as fait quoi pendant 3 ans? Je suis parti un peu à l'étranger, j'ai voyagé, je me suis ressourcé. Et à quel moment t'as compris que c'était le bon moment, ou en tout cas la période optimale pour revenir enfin dans la française? Bon, moi, j'ai jamais eu l'intention d'arrêter à ce moment-là définitivement. Je me suis pas dit non plus, maintenant, je suis prêt, parce que on n'est jamais prêt en réalité, et que en réalité, je serais plus heureux si j'étais loin de ce milieu. Mais en même temps, c'est ce que je fais, c'est ce que je sais faire. Avec ce moyen-là, j'ai pu influencer la vie de beaucoup de gens, tu vois. Donc je suis toujours, tu vois, dans ce débat perpétuel, dans ce dilemme avec moi-même. Et tu dis que tu fais que du rap, il n'y a pas que ça. Et justement, je zappe un peu tout ce qui s'est passé après pour passer directement au projet de Banlieusards, qui est l'un des gros chapitres de ta vie. Comment c'était venu en tête d'attaquer le cinéma? En fait, je pense que si on était venu me chercher il y a 15 ans pour faire du cinéma, je l'aurais fait. Seulement, on n'est jamais venu me chercher, tu vois. Avec À l'ombre du show business, j'ai écrit le morceau XY, dans lequel je raconte un meurtre. Qu'est-ce qu'on appelle un assassin de type crapuleux qui paye pas une mine. À l'envers, c'est-à-dire je pars du moment où il brûle le corps de la victime et je remonte jusqu'à ce qu'il rentre dans l'appartement de la victime. Et j'avais écrit aussi l'impasse. Moi, ça sert à quoi de faire tes études? De toute façon, en France, on est grillé. Et ces 2 morceaux qui étaient scénarisés, en réalité, l'impasse a été réalisée par Luc Besson et XY par Mathieu Kassovitz. Et donc je me suis dit que peut-être j'avais la capacité d'écrire un scénario de long métrage. Et je me suis rendu compte aussi que dans le cinéma français, les gens que je prétends défendre et représenter étaient souvent déshumanisés. C'est-à-dire que si tu regardes les derniers films qui ont été faits, on est présenté comme une horde sauvage, prête à tout détruire sur son passage, sans jamais expliquer les raisons qui peuvent nous pousser à avoir ce genre de comportement. Et donc, plutôt que de me plaindre et de dire « nous sommes mal représentés », j'ai décidé d'écrire mon propre film et mes propres histoires, quoi. Et ça a été comment de défendre un projet de ce type au cinéma français? Alors ça a été très compliqué, je me suis retrouvé avec le scénario de Banlieusards. Tu sais, il y a 2 distinctions qui existent. Il y en a une qui s'appelle le prix Sopadin, et il y en a une qui s'appelle le prix Bon Marché. Quand j'ai écrit Banlieusards, j'ai été inscrit donc, pour obtenir le prix Sopadin. Il y avait à peu près 200 scénarios, et je suis arrivé finaliste dans les 8 derniers scénarios. Le prix Bon Marché, je l'ai obtenu, malgré que j'ai eu ces distinctions. Malgré que je sois un personnage quand même public, et que j'ai déjà un public et tout derrière moi, impossible de faire financer Banlieusards. Et donc qu'est-ce que je fais? J'en ai tiré une pièce de théâtre qui s'appelle Avif. On fait 120 représentations d'Avif, à peu près 100 000 spectateurs. Tous les soirs, peut-être sauf un, les gens sont debout, standing ovation, et toujours pas moyen de financer le film Banlieusards. Tu me donnes des motifs à l'époque ou pas?
Ce que je comprends, c'est qu'on ne veut pas que tu mettes le pied dans le cinéma français et que tu racontes ces histoires-là de cette manière-là. C'est tout ce que j'ai compris. Et jusqu'à ce que Lisa Lebar, qui était mon agent à l'époque, me fasse rencontrer Toufik Ayadi, qui est un producteur qui vient de nous et qui décide de produire ce film. Et en quelques mois, il a fait exister le film par la plateforme Netflix. Quand il arrive ce partenariat avec Netflix, comment tu fais pour garder quand même la main mise sur ton projet Banlieusards? Parce que sans diaboliser la plateforme, ça devient tout de suite très très gros. Et toi, tu t'attaques à une thématique qui t'est propre. Ouais. Comment tu fais pour que ça ne soit pas dénaturé à ce moment-là? Ben, je pense qu'aujourd'hui, avec tous les choix que j'ai faits dans ma carrière, quand quelqu'un vient travailler avec moi, il sait à quoi s'attendre. C'est connu que je ne lâcherai rien. C'est connu que je ne laisserai pas pervertir mon propos. Et Netflix, ils n'ont jamais essayé d'intervenir sur le fond, sur le propos du film. Le film que vous avez vu, c'est le film que j'ai écrit. Et pareil pour le 2. Et Layla Si, c'était une évidence depuis le début? Oui, Layla Si, c'était une évidence. C'est à elle que j'ai pensé tout de suite quand j'ai écrit mon premier scénario. C'est elle qui fait toute mon image depuis 2008. Et j'ai toujours su qu'elle était capable de réaliser des films. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça fasse autant de bruit? Pour Banlieusards 1, non, pareil, on peut jamais s'attendre. Sinon, ça veut dire qu'il y aurait une recette. Mais par contre, je suis assez confiant pour Banlieusards 2. Parce que si les gens ont aimé Banlieusards 1, je trouve, et tous les gens qui l'ont vu, trouvent que Banlieusards 2 est quand même très au-dessus au niveau de la réalisation, au niveau du jeu d'acteur, et même au niveau de l'écriture du scénario. Hein. Et justement, j'aimerais bien que tu m'en parles, je te laisse en parler. C'était quoi la réflexion pour rendre encore plus pertinente le destin lié un peu de ces trois frères pour la suite? Qu'est-ce que je voulais avec Banlieusards 2? Je te jure que ça tient en un mot, hein, humaniser. Montrer qu'en banlieue, il y a des gens qui aiment, qui tombent amoureux, des gens qui font des promesses, qu'ils arrivent à tenir parfois, mais qui parfois ils n'arrivent pas à tenir. Des gens qui sont confrontés à des choix, qui font parfois les bons choix, parfois les mauvais choix. Voilà, mon but vraiment, c'était d'humaniser mes personnages. Est-ce que tu peux me parler de l'écriture de ton personnage dans le film, qui est un peu le personnage principal pour moi? Ouais, sur le deuxième, ouais. Ben, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir un voyou, entre guillemets, qui soit pas bête et méchant, et qui soit torturé, qui ait une belle part d'humanité, et dans lequel on peut se reconnaître. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment en tout cas, ces torts, en tout cas d'Emba, sont tellement réalistes, hein, que l'aspect de l'entrepreneur un peu banlieusard qui fait des fixés sur certains points, c'est des blocages en fait qu'ils ont perpétuellement. Oui, très inspiré de personnages réels, même le milieu dans lequel je l'ai mis, le milieu de l'isolation. C'est un milieu que je connais bien, où j'ai des amis qui sont dedans. Et tout est tiré de faits réels. Et l'aspect vraiment du vieux briscard qui néglige sa santé mentale et qui refuse d'aller chez le psychologue juste par posture, en fait. Oui, c'est un cliché que je voulais dénoncer. On considère que, puisqu'on est d'origine africaine, on n'a rien à faire chez le psychologue. Voilà. Moi, j'ai jamais pu voir de psychologue, mais franchement, je serais pas contre, tu vois. C'est juste le temps qui m'a manqué, tu vois. Je pense qu'à ce moment-là, quand l'interview sortira, les gens ont déjà vu le film, sûrement. D'accord. Donc ils ont sûrement vu la fin, qui est un gros cliffhanger quand même, disons-le. T'as quelle perspective pour la suite? Est-ce que tu estimes qu'il faut ce troisième volet pour tout boucler, ou est-ce que les gens peuvent se faire leur suite de manière imaginaire? En tout cas, je pense qu'il y a de quoi écrire un troisième volet. Il y a le personnage de Benaribi qui est interprété par Koffs qui m'intéresse, que je pense pouvoir
creuser. C'est vrai tu qu'en plus, vois. on sait pas grand-chose sur lui. On comprend qu'il est lié au personnage de Demba, mais Je pense comprend qu'on pas peut trop. creuser là-dessus. Le petit, il lui reste encore des choix à faire. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc là, peut-être un troisième film plus centré sur le petit frère. J'aimerais. Et autre chose dont on n'a pas parlé, aujourd'hui on est dans une salle de théâtre, parce Ouais. que tu es en train de répéter pour ton prochain spectacle à huis clos qui a pas encore commencé. Alors à huis clos, c'est un peu la suite d'Avif. C'est-à-dire que j'imagine que le personnage de Souleymane Traoré, qui était élève avocat dans la première pièce, est devenu avocat, mais que son frère a été tué par un policier d'une balle dans le dos. Et il est persuadé que le policier qui a tué son frère sera condamné. Or, il est libéré. Alors, Souleymane décide de faire éruption dans l'appartement du juge qui a fait libérer ce policier, le prend en otage, et il y a un débat contradictoire qui s'engage entre les deux hommes. Voilà. C'est pas du tout Banlieusard 3 ça. Non, c'est pas Banlieusard 3. Donc voilà, c'est un débat sur le fond, c'est un débat rhétorique qui part des violences policières, mais qui s'élargit, il parle d'amour, de résilience et bien d'autres choses, quoi. Et je t'ai même pas posé la question, mais l'exercice théâtral, t'en penses quoi globalement? Est-ce que c'est quelque chose qui t'apporte quelque chose en plus? Est-ce que c'est complètement différent de ce que tu faisais dans le rap, alors que tu avais quand même une manière théâtrale d'exprimer les choses? Qu'est-ce que tu penses de ce domaine-là? Moi, j'aime beaucoup le théâtre. Ça me plaît plus que le jeu d'acteur au cinéma, qui est trop technique pour moi. Et là, c'est vraiment, comme j'aime beaucoup la scène, il y a quelque chose de sans parachute, de dangereux, qui me plaît plus qu'au cinéma, quoi. C'est quelque chose que tu aimerais encore développer à la suite? Genre, tu te verrais écrire plusieurs pièces de théâtre? Ah oui, j'ai pas l'intention d'arrêter, hein. Et le rap dans tout ça? Le rap, nouvel album, mais qui est écrit totalement autour du film Banlieusard. C'est comme une BO inspirée, on va dire? Comme une BO, sauf que je suis sur tous les titres. Il y a beaucoup d'invités, des invités d'origine musicale différente, mais c'est très cohérent. Tu me disais que tu étais vraiment à distance du rap il y a quelques années. Est-ce que En tant que rap game, si tu veux. Oui, bien sûr. Ouais. Là, tu écoutes encore un peu ce qui se fait aujourd'hui? Non, franchement, non. Non, franchement, non. Non, ça fait longtemps que j'écoute plus de rap. Et en plus, j'ai le sentiment que le rap a un peu disparu. En fait, que ce qui s'est passé, tu vois, c'est que le rap a avalé la R&B. Ah, tu trouves? Bah bien sûr, c'est ça qui s'est passé. Il n'y a plus de chanteurs de R&B. Il y en a toujours. Qui? Taïk? Ouais, il y en a combien? Deux? Ouais, pour il n'y en a plus beaucoup. Mais même Pourquoi? Parce que les rappeurs chantent maintenant. Oui, bah oui. En tout cas, c'est démocratisé. Mais c'est partout, ça, c'est même aux États-Unis. Moi, je suis l'école du rap, moi. Avant qu'on se quitte, Kerry James, est-ce qu'il y avait un sujet ou une thématique dont tu aurais aimé parler qu'on n'a pas abordé dans cette interview? Franchement, on a fait le tour. C'était très intéressant. Je n'aime pas les interviews à la base, mais celle-ci, elle m'a parlé. Super, je te remercie. Tu veux faire tomber le système, vomir la pilule et commence par refuser qu'il te manipule pour qu'une rébellion aboutisse, elle doit être pensée. Et je sais qu'on ne mène pas une révolution de froc.